Nous accueillons ce soir quelqu'un que beaucoup de gens ici connaissent, Philippe Lazare. Je ne vais pas trop parler de toi, mais tu es particulièrement un membre fondateur du Cercle Condorcet. De Paris. De Paris. Tu as eu de multiples vies. Tu t'occupes aujourd'hui beaucoup de questions de culture autour, à l'international, notamment autour de ta revue diasporique. Tu es un fervent défenseur de la laïcité, ça on ne peut pas te le reprocher, et tu évoques dans un nouveau texte que tu as co-signé avec le groupe interculturel, international et interconvictionnel, une charte européenne de l'interconvictionnalité. Donc vous avez reçu l'invitation qu'a rédigée, d'ailleurs, que j'ai signée, mais qu'a rédigée essentiellement Philippe Lazare, sur la nécessité de dépasser en quelque sorte la notion ou le concept de laïcité qui est compris comme un concept un peu français qui n'a pas beaucoup d'histoire dans d'autres pays. Donc en invoquant un néologisme, un nouveau concept peut-être, celui d'interconvictionnalité. Je te présente ce que moi j'ai ressenti en lisant le papier et les quelques questions que j'ai posées, mais bien évidemment, ça n'influera pas sur ton exposé. Que si, peut-être que si. Peut-être, oui, enfin bon. Je parlais d'extension ou disons de nouvel usage d'un mot pour parler d'autre chose que de la laïcité telle qu'elle est connue chez nous, en pensant qu'un certain nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons, mais pas seulement, ne savent pas très bien à quoi peut correspondre la notion de laïcité et peuvent très bien connaître une séparation des églises et de l'État sans que la laïcité évoque grand-chose pour eux. Alors, notre notion de la laïcité, elle est relativement bien établie par la loi de 1905. C'est en quelque sorte ce qui institue la liberté de croire ou de ne pas croire, pour employer un terme qui est souvent utilisé, une expression qui est souvent utilisée aujourd'hui, qui consacre la séparation de l'espace privé et de l'espace public en ce qui concerne les croyances et la religion, ou les religions. Mais pour ne pas aller beaucoup plus loin dans cette évocation, elle est souvent utilisée comme une notion statique, c'est-à-dire c'est un droit ou une interdiction, ou des droits ou des interdictions. On l'a vu à propos de la question du voile dans la fin des années 90. Ce que propose Philippe Lazare et ses amis serait peut-être d'aller vers une notion non plus statique mais dynamique, qui serait comment organiser la discussion et l'action entre des personnes, des groupes de personnes qui ont des convictions ou des religions ou des croyances différentes, parfois opposées, ceci dans un espace public et que je suppose démocratique, mais il nous le dira. L'autre intérêt de ce que propose Philippe Lazare, c'est justement de répondre à une nécessité à l'international, dans un milieu international et principalement en Europe, de définir comment des personnes qui ont des convictions, des croyances, voire des religions différentes, peuvent discourir entre elles pour établir quelque chose qui fait leur communauté sur l'essentiel des questions publiques, peut-être pas au niveau directement politique, donc des représentations politiques, mais au niveau des assemblées locales, régionales ou interrégionales. La question donc, ou les questions que pose, à mon avis, cette charte, mais Philippe Lazare va en parler certainement très bien, c'est comment on peut passer de convictions qui sont quand même
des idées, des pensées personnelles ou collectives, mais qui ont vocation à représenter une certaine certitude, une certaine vérité, à quelque chose qui soit interconvictionnel, c'est-à-dire qui rassemble des vérités ou confronte des vérités différentes. La question aussi que je te pose, cher Philippe, c'est comment, dans une société où on mélange, on confronte des convictions, on peut arriver à déterminer quelque chose qui soit juste et qui soit appropriable par la majorité. Enfin, est-ce que, et c'est une question ouverte que je te pose, est-ce que l'organisation en quelque sorte de débat ou de discussion interconvictionnelle entre convictions différentes pourrait être, selon toi, un moyen d'ouvrir des chemins de paix, ce qui semble aujourd'hui, sans doute, un objectif essentiel, aussi bien pour toi que pour beaucoup. À toi, Philippe. Merci cher Bernard de cette belle introduction, de ces questions auxquelles je vais essayer effectivement de répondre au cours de ce vilain mot. Et puis je vais aussi essayer de dire pourquoi l'argument qu'on nous pose à cette idée, que j'ai entendu à plusieurs reprises, qui est de dire « Ah bon, c'est très très bien, votre histoire, c'est tout à fait intéressant », ben, vous comprenez, ça ne peut convaincre que ceux qui sont déjà convaincus. Donc ça ne sert à rien. Bon, alors je vais essayer de vous montrer que ça n'est pas vrai, que c'est beaucoup plus que de convaincre ceux qui sont convaincus, et que c'est une ouverture qui peut s'appliquer à toute une série de domaines qui sont appelés par le mot conviction, c'est-à-dire par le mot qui est important à titre individuel et qui est important du point de vue sociétal également. Alors, d'où vient cette histoire d'interconvictionnalité ou d'interconvictionnel? Le mot apparaît apparemment à la fin du siècle dernier dans un discours de Jacques Delors au niveau de l'Union européenne, quand il a parlé de l'âme, la nécessité d'avoir une âme de l'Europe, et il a parlé à ce propos de débat interconvictionnel. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été à ce moment-là amené à me rapprocher de ce groupe, un groupe qui est le groupe parrain du document que je vous distribuerai tout à l'heure, donc de cette charte européenne de l'interconvictionnalité. Ce groupe, donc le G3I, groupe international interculturel et interconvictionnel, a été constitué essentiellement au départ par des chrétiens très proches de tous les milieux chrétiens et très profondément catholiques au départ, qui étaient anticléricaux, profondément laïcs, très, très croyants, très admirateurs de Jésus, des évangiles, etc., mais en dehors du système clérical. Alors les noms, c'est le parvis des églises, le réseau européen des églises et libertés, etc. Bernard Quelquejeu, ici présent, fait partie de l'ensemble de ces groupes, et dont l'un d'entre eux s'appelle, de façon pas très surprenante, Observatoire chrétien de la laïcité. Et les textes que sort l'OCL, l'Observatoire chrétien de la laïcité, je peux les qualifier en disant « plus laïque que moi, tu meurs ». Bon, ce sont des textes qui s'opposent très très vivement à tout ce qui s'écarte de la laïcité au sens habituel où nous utilisons ce mot, au sens où tu as utilisé ce mot. Donc ce groupe s'est préoccupé, qui est très intéressé également par la problématique européenne, qui est très très proche d'une réflexion sur la construction de l'Europe. Ce groupe était agacé, je l'ai dit devant Bernard qui me corrigera si c'est nécessaire, mais je crois qu'il était agacé par l'utilisation constante des contacts interreligieux organisés à l'échelle des instances européennes, et en particulier assez peu à l'échelle de l'Union européenne, qui ne s'intéresse pas beaucoup à ces questions-là, beaucoup à l'échelle du Conseil de l'Europe, qui était très très ouvert à ces questions de réflexion sur les grands problèmes philosophiques, et qui consultait pour tous les grands problèmes philosophiques et moraux les groupes interreligieux.
Et donc cet ensemble de groupes laïcs était agacé par ça et a essayé de trouver un mot qui permettait de substituer à interreligieux, inter-autre chose. Et c'est comme ça qu'ils ont adopté le terme d'interconvictionnel. Et ils m'ont très gentiment demandé de participer à un premier colloque qu'ils ont organisé en 2007 au Conseil de l'Europe, qui portait sur la cohésion sociale dans une Europe multiculturelle. Ils m'ont demandé de faire la conclusion de ce colloque et j'étais très attiré par la philosophie de ce groupe et au demeurant, la Ligue était présente en la personne, si je ne m'abuse, d'Éric Favet et de Charles Comte à ce premier colloque. Et puis il y a eu une série de réunions ultérieures, puis un deuxième colloque 5 années plus tard, alors qui lui, carrément, portait le titre Espace et pratique interconvictionnel. Le mot était introduit officiellement dans le titre du colloque et de façon assez intéressante, je l'avais un peu oublié, je l'avoue, François Becker, qui faisait partie de ces groupes et qui a présidé le colloque en question, a écrit un papier dans le premier numéro 1 de la revue Diasporique Cultures en Mouvement, qui portait très précisément sur le compte-rendu de ce colloque, un authentique dialogue au-delà des différences de croyances et de convictions. Et il emploie le mot interconvictionnel dans ce numéro 1 de Diasporique. Donc il y a une antériorité, je dirais, de nos relations fortes avec le groupe G3I, dont j'ai l'honneur maintenant, avec Bernard Quelquejeu et François Becker, d'être co-vice-président, la présidence étant assurée par Michel Aguilar, qui est l'un des responsables du mouvement bouddhiste en France. Le mouvement de masse que nous représentons, le G3I, doit comporter à peu près une quinzaine de personnes, mais cette quinzaine de personnes réunit des Français, des Allemands, des Italiens, des Belges, quelqu'un qui vient de décéder de Saint-Marin, etc. Autrement dit, c'est un groupe international, vraiment international. Il est tout petit, alors il peut grandir un jour, nous l'espérons. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et donc le point de départ rejoint ce que disait Bernard, c'est-à-dire que l'origine de l'intérêt, de l'attrait pour le mot interconvictionnel, c'est l'opposition à interreligieux ou la complémentarité par rapport à interreligieux, c'est-à-dire que c'est une démarche profondément laïque en soi. Bon, mais ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Alors, on pourrait dire, on a le mot laïque, on a cette merveille qui est la loi de 1905, c'est parfait, on en reste là, et puis on flanque ça à nos camarades européens. Seulement, il se trouve que nos petits camarades européens, ils n'ont pas tous de séparation des églises et de l'État, et par conséquent, de leur imposer comme façon de gérer les relations entre l'Église et l'État, de séparer l'Église et l'État, ça ne peut pas vraiment totalement leur convenir à tous avec joie. Donc je crois que très profondément, ça j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans cette salle, je crois même peut-être à Condorcet, je pense que la définition qu'a reprise Bernard, je vais un tout petit peu le critiquer, mais très gentiment, la définition, parce qu'il dit comme tout le monde, la définition qu'a prise Bernard de la laïcité c'est la loi de 1905. Eh bien non, la laïcité, ce n'est pas la loi de 1905, parce que le seul endroit dans les textes de la République française où figure le mot laïque, c'est la Constitution et l'école laïque. La loi de 1905 ne prononce pas, ni dans son titre, ni dans son contenu, le mot laïque. La loi de 1905, c'est une loi de séparation des églises et de l'État qui ne parle pas du tout de laïcité. Alors on la surcharge maintenant de l'expression laïcité, et moi je prétends, mais on commence à faire des petits cette idée, mais je la défends avec force, que la laïcité, elle est inscrite très fondamentalement dans les 4 mots fondateurs de la République française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et quand on dit, je vais être très rapide là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, ce n'est pas le point essentiel, mais il est quand même important de le rappeler, la France est une république indivisible, donc elle est divisible, parce que si elle était indivisible naturellement, ce ne serait pas la peine d'affirmer qu'elle est indivisible. Donc si on dit qu'elle est indivisible, c'est qu'on ne veut pas la diviser. Et si on ne veut pas la diviser, c'est qu'on reconnaît sa complexité et qu'on est donc devant une aporie. Un ensemble qui est complexe, on ne veut pas diviser, qu'est-ce qu'on fait? Et le deuxième mot à ce moment-là intervient, et c'est le mot laïque.
Et à ce moment-là, on lui donne possiblement sa définition étymologique. Laos, qui est une des expressions grecques du peuple, qui n'est pas démos, qui n'est pas ethnos, et qui est le peuple dans son extrême diversité. Et j'ai eu la joie, je dois dire, de lire très récemment, je ne connaissais pas ce texte, un texte de Ferdinand Buisson, quand même un nom qui compte dans les milieux laïcs, un texte de Ferdinand Buisson qui explique en 1887, dans son traité sur le traité de Buisson, il s'appelle, je vais le ressortir, j'en ai le titre exact, c'est le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de 1882-1887. Il dit que la laïcité c'est un mot nouveau, et quoique correctement formé, il n'est pas encore d'un usage général. Cependant, ce néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d'exprimer sans périphrase la même idée dans toute son ampleur. Et dans le paragraphe suivant, il utilise le mot Laos avant le mot démos, en disant la laïcité se rapproche très fondamentalement de Laos. Donc je pense que si la République est indivisible, c'est qu'elle est divisible et qu'on ne veut pas la diviser, et si elle est laïque, c'est qu'elle reconnaît sa complexité et qu'elle reconnaît la nécessité de reconnaître cette diversité, et elle n'est démocratique qu'en troisième position, c'est-à-dire que sa structure politique ne vient qu'après la reconnaissance de sa diversité, opératoire par la laïcité, et elle est ensuite, en dernier mot, sociale, parce qu'elle veut préserver la cohésion de cet ensemble. Donc, quand on réfléchit à cette définition de la France en tant que république indivisible, laïque, démocratique et sociale, on s'écarte tout naturellement de la vision tout à fait essentielle. Moi, je suis, Bernard a eu la gentillesse de rappeler, un inconditionnel de la loi de 1905. On s'écarte de la seule vision de la laïcité au travers du problème particulier très important de la séparation pour nous des églises et d'État, problème qui peut être réglé d'une autre façon dans d'autres pays, parce que la France n'est quand même pas le seul pays où il y a une distance entre les pratiques religieuses et la réalité sociale et politique du pays en question. Donc je pense qu'on devrait vraiment prendre cette question absolument à cœur pour faire avancer un peu notre pays dans la construction européenne. Alors, dans ces conditions, il est évident qu'il est nécessaire de réfléchir à la façon d'agir, et c'est là qu'intervient le mot conviction, et c'est là qu'intervient le mot conviction avec sa richesse, et en même temps sa capacité d'extension, je dirais, de la réflexion sur la façon de gérer des différences essentielles, pas seulement les différences entre croyants et non-croyants, pas seulement les différences entre croyances et non-croyances, l'ensemble des différences qui sont la richesse fondamentale d'un peuple, d'un pays, d'une nation, d'un ensemble de nations, et qui sont la base même de sa structure et de son organisation démocratique. Alors, une conviction, nous avons avec Bernard Quelquejeu et François Becker donné dans cette charte une définition dont je vous dis, elle est très rapide, j'en lis un petit passage, mais j'y reviendrai. Une conviction, c'est un assentiment personnel de l'esprit tout entier, raison, volonté et sentiment. Sa signification et son intensité se différencient selon qu'elle est de nature religieuse, sociale, politique, culturelle. Ce qui la distingue d'une simple opinion ou d'un préjugé, c'est qu'elle ne s'élabore que de façon réflexive dans chacun de ses domaines d'expression. Autrement dit, le concept d'opinion, c'est un concept extrêmement important, qui est en fait est la façon d'exprimer ce qui nous tient à cœur, mais pas seulement à cœur, qui nous tient à cœur, qui nous tient à raison, qui nous tient en tant que personne et en tant que citoyen. Et du coup, on se pose la question de la façon dont les convictions se construisent. Elles ne viennent pas du ciel. Elles viennent de la façon dont nous naissons, dont nous sommes environnés depuis notre naissance, des contacts que nous avons
avec nos environnements personnels, familiaux, paternels, maternels, et dans les premiers jours, les premières années de notre vie, puis de l'ensemble des contacts que nous avons au niveau sociétal, avec des gens de convictions évidemment différentes. Autrement dit, les convictions ne se construisent qu'au travers de la confrontation avec d'autres convictions. On ne peut pas définir une conviction sans parler des autres convictions, et par conséquent des relations interconvictionnelles. Alors que peuvent être ces relations interconvictionnelles ? Eh bien, elles sont très fondamentalement de deux natures. La première, c'est une nature intrinsèque, je dirais, de constitution. On part d'un état de fait qui est un enfant qui naît et qui va se construire dans le contact avec les autres, et par conséquent qui va acquérir progressivement des convictions, mais des convictions qui vont se heurter à d'autres convictions, et un des lieux évidemment particulièrement féconds de ce point de vue-là, c'est l'école. Et c'est l'école laïque qui va permettre une confrontation des différentes convictions, et donc la construction de cette perception raisonnée, je dirais, des représentations du monde qu'on appelle une conviction. Donc la première raison d'apparition de l'interconviction, c'est très fondamentalement la construction de sa propre conviction. Mais il y a une autre raison qui intervient également, qui est que il se trouve que l'humanité est l'humanité, c'est-à-dire qu'elle est encore là, elle n'a pas disparu, et n'ayant pas disparu, on va vous demander pourquoi. Parce qu'il y a tellement de raisons qui pourraient la faire disparaître, du fait de la violence que l'on constate à tout moment. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et ce quelque chose, moi je l'interprète, et je ne suis pas le seul évidemment, comme le résultat tout simplement, entre guillemets, tout simplement, de l'évolution avec un E majuscule. C'est-à-dire que si l'espèce humaine n'était pas fabriquée de telle façon, de par l'évolution, le hasard et la nécessité, par autre chose, par la volonté divine, le hasard et la nécessité, si elle n'était pas fabriquée avec des tendances de survie plus importantes que les tendances d'autodestruction, nous ne serions pas là ce soir pour en parler. Donc l'interconviction, c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte les autres convictions, pas seulement pour se construire soi-même, mais pour accepter qu'elles existent et qu'elles sont différentes, c'est-à-dire pour accepter l'altérité, c'est aussi une des raisons fondatrices du concept d'interconviction. Et c'est là qu'on rejoint d'une certaine façon ce que pourrait être le principe de laïcité, appuyé par ce raisonnement que je viens de faire, c'est-à-dire un principe de reconnaissance de l'altérité et des apports de l'altérité. Donc nous sommes à la fois ce que nous sommes par construction personnelle, mais aussi par respect de constructions qui ne sont pas nécessairement les nôtres, qui sont des constructions différentes et pour lesquelles il n'y a que deux façons de cohabiter avec elles, ou bien de cohabiter en essayant d'en tirer quelque chose et de vivre ensemble, de faire société, ou bien tout simplement de les zigouiller, parce que c'est aussi une solution qui est adoptée par un certain nombre de gens. Bon. En d'autres termes, quand je disais au début que le concept d'interconviction est un concept qui est générateur de possibilités très riches, il est générateur de possibilités riches par rapport aux individus, mais il est générateur également de possibilités très riches par rapport à l'organisation de la société, par rapport à la vie en société, parce qu'il impose d'une certaine façon de reconnaître que la seule façon d'arriver à s'entendre avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, eh bien c'est justement de reconnaître qu'il y a des convictions différentes, qu'elles sont respectables, et que d'une certaine façon, eh bien on peut choisir entre le manichéisme et l'interconviction. C'est-à-dire, ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, je les rejette. Ils n'ont pas vraiment de raison de vivre parce qu'ils sont dans l'erreur, ils ne sont pas dans la vérité. Moi, je suis dans la vérité. C'est une des façons de faire. Et l'autre façon, c'est de rejeter le manichéisme et de dire « personne ne détient la vérité ». Je reprends une phrase de Bernard Quelquejeu. « Personne ne détient la vérité. Chacun est en quête
d'une vérité, de sa vérité, mais dans la conscience parfaite, qui ne détient pas la vérité, qui ne peut pas détenir la vérité, et qu'il y a une multiplicité de quêtes de vérité qui se complètent, qui sont contradictoires, mais qui font partie de la réalité du monde tel qu'il est, et pas du monde tel qu'il serait si tout le monde me ressemblait, ce qui serait d'une tristesse infinie, bien entendu. Donc le concept d'interconviction, ce néologisme donc, dont on ne peut pas se passer, dépasse le seul problème de la confrontation des convictions. Il implique en soi la possibilité de dépasser la confrontation pour essayer de vivre ensemble, de travailler ensemble, même si on a des convictions différentes. C'est exactement comme la laïcité. C'est exactement comme la laïcité. La laïcité n'impose pas une façon particulière de voir, de se représenter le monde avec ou sans croyance. C'est une façon de dire on peut avoir des convictions religieuses ou philosophiques différentes et quand même vivre ensemble et quand même se respecter et quand même arriver à travailler ensemble. Donc on est dans cette situation d'avoir un mot, un concept qui permet d'aller plus loin que la confrontation, qui permet de dépasser la confrontation simplement par réalisme, par rapport à l'autre choix possible qui est le manichéisme. On rejette ou au contraire on accepte le monde tel qu'il est. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le changer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de faire en sorte que ses propres convictions influencent les autres, mais le mot conviction et le mot interconviction est absolument à l'opposé du mot qui lui ressemble beaucoup, qui est convaincre. Parce qu'on peut très bien avoir envie de convaincre, mais ce n'est pas la finalité de l'interconviction que de convaincre les gens qui n'ont pas la même conviction que vous. La finalité de l'interconviction, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel point le fait d'avoir des convictions différentes interdit complètement de travailler ensemble. Et alors c'est là que l'argument qui était opposé, que j'ai cité au tout début de mon intervention, qui était opposé à l'interconviction en disant mais alors tout le monde, ça ne marche que pour les gens qui sont complètement d'accord, ça n'est pas vrai. Parce que si on lance ce concept d'interconviction tel que j'ai essayé de vous le communiquer, on s'aperçoit qu'il y a finalement beaucoup de gens qui seraient d'accord pour essayer de jouer le jeu non manichéen, c'est-à-dire essayer de voir jusqu'à quel point on peut travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que d'autres, que vous. Et donc je pense que c'est là un élément absolument fondateur. Et je terminerai cette introduction en allant encore, en faisant un pas de plus, en disant que tout simplement, l'interconviction, c'est peut-être l'outil qui peut permettre de faire revivre la démocratie. Tout simplement. Pourquoi ? Nous vivons une période très difficile du point de vue de la démocratie. La démocratie dévie dans de nombreux pays. Je ne parlerai pas d'une autre par discrétion, pour respecter la diversité des opinions qu'on peut avoir en France, mais c'est quand même assez intéressant pour des gens qui, comme moi, sont de l'autre siècle et depuis longtemps, de notre première partie du siècle précédent, de voir que l'Italie qui a été fasciste a des petits relents de tentations fascistes, que l'Allemagne qui a été nazie a des petites tentations de relations nazies, que la Pologne remet en cause l'état de droit, que la Hongrie a des tentations plus que fascistes avec son cher président, que la Turquie, que la Corée du Nord adore son chef éternel, que les Américains ont voté quand même assez massivement pour M. Trump, que la Chine prend son chef comme un chef absolu et pour toujours, etc., etc. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tendance actuellement évolutive qui est une tendance qui revient au système tribal. On a un chef, un sorcier, et le peuple suit le chef et le sorcier. Avec une petite préférence pour le sorcier, parce que le sorcier, il sait ce qui se passe dans l'au-delà, alors que le chef ne sait pas, que le chef va mourir. Donc la seule façon pour le chef de se débrouiller pour contrebalancer le sorcier, c'est de tuer. Bon, mais ça, c'est une petite fin de la parenthèse. Donc je pense qu'il y a cette tendance actuellement dans le monde,
qui est visible. Il ne faut pas fermer les yeux. Alors on est encore protégé dans nos pays, on est protégé dans la partie occidentale de l'Europe, bon, mais quand même ce qui se passe dans la partie orientale de l'Europe est quand même inquiétant, ce qui se passe en Italie est quand même inquiétant, ce qui se passe en Allemagne, même si c'est marginal, est quand même inquiétant, etc. Donc, nous avons un problème d'organisation de la démocratie. Alors, démocratie, le mot démocratie, le pouvoir du peuple, oui, mais comment se manifeste-t-il ? Comment se manifeste-t-il ? Est-ce que le peuple a toujours raison ? Est-ce que le peuple avait raison de voter démocratiquement pour M. Hitler ? Est-ce que les Français avaient raison de voter démocratiquement pour M. Pétain ? Est-ce que les Italiens avaient raison de voter démocratiquement, etc., etc. Autrement dit, la question de la relation du peuple au pouvoir est posée. Et je pense que bonne façon d'essayer de rassembler le plus possible de gens autour de l'idée on peut travailler ensemble même si on n'est pas complètement d'accord, est la seule façon de résister aux extrêmes qui tentent à nous remettre dans la situation que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que, il me semble que on est... C'est une question, mais c'est une question que je pose. On est face à la question de savoir si le manichéisme traditionnel, disons pour dire les choses clairement, gauche-droite, mais c'est pas le seul, si ce manichéisme traditionnel est de nature à répondre aux risques que subissent actuellement les sociétés démocratiques avec cette convergence vers l'idéologie du chef adoré par l'ensemble du peuple. Je pense qu'il y a un véritable problème de ce côté-là, et de ce point de vue, je pense que le concept d'interconvictionnalité peut permettre, à condition qu'il soit bien compris, comme une façon extrêmement efficace de dépasser les clivages qui existent, qui sont des enrichissements, qu'il faut respecter, mais qui ne sont pas nécessairement des oppositions absurdes, obtuses, qui font que quand une certaine opinion s'exprime, l'opinion adverse manichéenne détruit complètement l'intérêt de l'opinion exprimée. On est dans une situation là qui a un caractère grotesque, dont on voit bien physiquement comment elle se produit à l'Assemblée nationale quand on regarde les questions au gouvernement du mercredi. Bon. Donc il y a un vrai problème, et il me semble que le concept d'interconvictionnalité, bien compris, bien utilisé, est de nature à nous aider à dépasser cette simplification abusive de l'organisation sociétale qui ne correspond plus à la réalité du monde d'aujourd'hui, qu'on regrette que le monde d'aujourd'hui soit ce qu'il soit, c'est ce qu'il est, qu'on regrette qu'il soit dominé par le capitalisme, qu'on regrette qu'il soit dominé par le fric, c'est une chose. Mais qu'on dise « Oh mais c'est simple, je ne regarde pas et je fais comme si ça n'était pas », ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Et je crois que l'interconvictionnalité est une façon de dépasser cette simplification totalement abusive. Merci de votre attention. Merci. Merci Philippe Lazare. En fait, en réalisant ainsi un exposé assez bref, tu laisses une large part à la discussion. C'était l'objectif. Ce qui est bien. Je pense que je vais laisser tout de suite la parole à ceux qui veulent intervenir. Je précise simplement que je ne l'ai pas fait distribuer avant, parce que je pense que c'est mieux que vous lisiez après. Donc voilà. Vous aurez le petit livret qui s'appelle Charte. Très prudemment. Suggestion en vue de l'établissement éventuel, possible, et à condition qu'elle soit bien reçue, d'une charte européenne de l'interconvictionnalité. Ouais, extraordinairement prudent. Et on voudrait la faire passer au niveau du Conseil de l'Europe. Et puis je vous ai apporté aussi, Charles Comte a apporté aussi le dernier numéro de Diasporique, alors qu'on va vous donner gratuitement, avec l'espoir que beaucoup d'entre vous vont s'abonner en le trouvant absolument magnifique. Donc, place à la discussion, au débat, aux explications, peut-être, Jean-Claude, en rare. D'abord, je remercie Philippe de m'avoir fait découvrir le concept, qui m'a assez enthousiasmé. J'avais lu, tu me l'avais donné. Je me suis reporté à Wikipédia, je vous invite à
vous reportez à Wikipédia. Ah oui, pardon, j'aurais dû le dire, c'est Bernard Quelquejeu qui a écrit l'article dans Wikipédia. Je voulais le dire et pas qu'il me pardonne, j'ai oublié de le signaler. Alors donc je suis très enthousiaste sur le concept, sur la méthode, car je pense, tu es un vrai méthodologiste, Philippe, donc je pense que la méthode est très intéressante, mais je m'interroge ensuite sur son niveau d'application. L'école, c'est évident que si on avait ce concept et qu'on confrontait, et Dieu sait si, prenons l'exemple, contrairement à ce que tu as fait de l'autre pays où il y a beaucoup de gens qui ont des cultures différentes, ça serait vraiment très intéressant. Donc à mon avis, l'école, c'est vraiment un bon lieu. La ville, je pense que, on le voit d'ailleurs politiquement, dans les villes, les idées politiques s'effacent un peu devant la gestion de la ville. Et il y a des gens qui, évidemment, ont des convictions différentes et qui s'unissent, probablement s'enrichissent pour gérer la ville. Les associations, je suis plus sceptique, mais parce que les associations ont tendance souvent à regrouper des gens qui ont la même conviction. Mais où je m'interroge, c'est sur le niveau national et aussi international. Bon, c'est très bien que les Européens se rencontrent, mais sur le plan national et sur le plan international, je vois de tels obstacles dont tu n'as pas dit un mot, et je t'interrogerai volontiers là-dessus. Les lobbies, les médias, la soif de pouvoir, etc., qui me paraissent, pour les gens qui aiment le pouvoir, être un obstacle très important. Comment lever ces obstacles? Moi, je ne suis pas optimiste parce que je ne suis pas loin de ton âge, donc je ne suis pas optimiste, mais en revanche, je pense qu'il faut développer cette idée là où c'est possible. Et évidemment, nous qui sommes vieux, on a peu de chance de le voir, mais pour les jeunes générations, ça me paraît un apport capital. Et même au niveau européen, où les jeunes se voient beaucoup plus, se confrontent beaucoup plus, parce qu'ils vont 6 mois en Espagne, 6 mois en Suède, etc. Ils voient des cultures différentes, ils se confrontent. Et si on suit la méthode, quel enrichissement! Donc moi, ma principale interrogation est sur quel niveau possible et quel niveau qui me paraissent au jour d'aujourd'hui totalement impossible. Je réponds tout de suite. Vas-y. Bon, alors, bien sûr, d'abord sur le premier point, je suis totalement d'accord. Au niveau de l'école, on en parle explicitement dans ce projet de charte. Je crois que ça existe déjà. Moi, je ne veux pas faire de leçons aux enseignants, évidemment. Mais l'idée, quand même, que nous prônons, c'est l'idée d'organiser à l'école des débats non conclusifs. C'est-à-dire que, contrairement aux habitudes où le maître, quand même, tire la leçon d'un débat, je crois qu'il est absolument essentiel de laisser les enfants parler en leur disant à l'avance qu'il n'y aura pas de conclusion. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer, quitte à dire des choses qui peuvent paraître énormes à certains de leurs camarades, mais parce que c'est la façon pour eux de s'exprimer et d'arriver à comprendre qu'il y a une diversité d'opinions et de convictions, et que c'est finalement peut-être intéressant que d'essayer d'écouter les convictions des autres. Moi, j'ai eu une expérience intéressante aux États-Unis quand j'étais dans un groupe de recherche. Le directeur du laboratoire posait les problèmes du laboratoire au début d'une semaine de travail, laissait chacun s'exprimer une fois, et puis pas de conclusion. Et la semaine suivante, les gens avaient réfléchi, et la conclusion venait tout naturellement parce qu'on avait compris la diversité des opinions, qu'on avait fait soi-même la synthèse qui était nécessaire. Donc je crois qu'au niveau de l'école, au niveau de la ville, etc., les associations, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est justement d'exprimer la diversité, et il suffit simplement de leur demander de ne pas s'entretuer. Alors au niveau politique, qui est ta question de base, je crois que nécessité fait loi. C'est-à-dire que je suis parfaitement conscient de la difficulté d'aller jusqu'au bout de l'interconvictionnalité, mais je crois quand même que la montée des risques totalitaires devrait aider à dépasser des clivages qui sont légitimes et enrichissants. J'insiste beaucoup sur légitimes et enrichissants. Que, pour parler clair,
la gauche démocratique et la droite démocratique ne soient pas d'accord, n'aient pas les mêmes convictions, c'est normal et c'est heureux. Et simplement, si à côté des gens raisonnables et qui quand même respectent les autres, c'est bien le sens même de l'organisation démocratique d'un pays, si à côté de ces gens-là, il y en a d'autres qui ne veulent pas les respecter, je pense que la nécessité peut faire en sorte qu'il y ait émergence d'un dépassement du manichéisme. Je crois que le manichéisme, aujourd'hui, qui est quand même la règle générale, on le voit bien dans tous les pays, les gens s'engueulent entre la majorité et la minorité, etc. Le mot même de majorité pose ce type de problème. Ça a ses limites aussi. Ça a ses limites parce que les risques majeurs actuellement viennent du fait qu'il y a une dominance du fric, capitalisme, c'est évident, qui s'appuie sur une dominance idéologique et qui laisse vivre les mouvements totalitaires parce qu'ils ne les gênent pas véritablement dans l'expression de leur propre puissance. Donc je pense qu'il y a un réflexe de défense qui devrait intervenir pour que les démocrates acceptent de travailler ensemble, même s'ils ne sont pas complètement d'accord. C'est là que je mets une nuance par rapport au risque que tu évoques, et qui est tout à fait légitime. Mais je pense qu'il y a une piste qui peut s'ouvrir de ce point de vue-là. C'est pour ça que j'ai terminé tout à l'heure sur la démocratie, et pas seulement sur les contacts interconvictionnels dans la vie courante. Françoise Lebert. Oui, moi, on connaît la polysémie qui est liée au terme laïcité en France. On est loin d'être d'accord quand on confronte les définitions qu'on peut en donner. Et il y en a une quand même qui est justement cette ouverture d'esprit, cette ouverture aux autres, cette acceptation de la différence et le frottement aux autres cultures. Et dans cette conception, je ne vois pas tellement la différence entre la définition d'une interconvictionnalité et d'une forme d'expression de vécu de la laïcité. Si on acceptait la définition que je propose de la laïcité, mais on n'accepte pas, qui est la reconnaissance de l'altérité et des apports de l'altérité, on ne serait pas loin de ce que tu dis. Ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'on a besoin d'un autre mot. On a besoin d'un autre mot. Alors on a besoin d'un autre mot en France, ça c'est complètement évident, pour cette raison-là. Et puis le mot conviction, il est quand même par nature beaucoup plus large que le mot laïcité tel qu'il est perçu par la plupart des gens. Bon, ça couvre tout. Et on a dit dans la brochure d'ordre religieux, politique, culturel, il y a des convictions dans tous les domaines. On n'est pas obligé d'avoir des convictions dans tous les domaines, mais on a le droit d'avoir des convictions, on a le droit de changer de conviction, on a le droit fondamental d'exprimer ses convictions. Tout ça est repris dans ce projet de charte, évidemment, parce que c'est absolument essentiel. Donc je pense que le recours aux mots conviction et interconviction est utile en France. Il est indispensable à l'échelle de l'Europe, indispensable. On peut se faire comprendre. D'ailleurs, je veux dire que je ne crois pas pour trahir un secret en disant qu'on en avons parlé à Jean-Louis Bianco, président d'Observatoire de la laïcité, qui était emballé à l'idée qu'on pouvait utiliser un autre mot pour parler aux Européens de laïcité. Si on essaie de parler de laïcité aux Européens, ils ne comprennent pas. Parce que nous-mêmes, nous bloquons sur la laïcité à la française. Vous comprenez bien que mon discours n'est pas un discours anti-loi de 1905, je crois qu'elle va être claire là-dessus. Mais je veux dire que le mot lui-même est un mot totalement bloquant. Et quand on l'utilise avec les Anglais, ils ne sont plus dans l'Europe. Enfin, on ne sait plus. On ne sait même plus. Bon, ils ne comprennent pas. Et pas seulement les Anglais. Ils ne comprennent pas. Donc on ne peut pas se passer d'un autre mot pour l'Europe. C'est pour ça que nous avons appelé cette charte européenne de l'interconvictionnalité, mais elle n'aurait pu enlever européenne, parce que c'est la charte de l'interconvictionnalité. Mais elle
elle a une portée européenne, et c'est quand même intéressant de placer cette réflexion d'emblée à l'échelle de ce que nous continuons à croire comme une possibilité, c'est-à-dire à trouver un accord entre des pays extraordinairement différents. Ça devient de plus en plus difficile, honnêtement, mais peut-être que, justement, au travers de l'interconvictionnalité, on peut se mettre d'accord en laissant de côté ce qui n'est manifestement pas compatible. Mais enfin, il y a des progrès. Il y a eu le vote en Irlande, qui est quand même un grand progrès. Hans, oui, juste un point d'information. est-ce que les Allemands comprennent le mot conviction? Oui, le mot existe en allemand. Hein. Oui. Un laïc, c'est un liar. Oui, mais c'est pas le... Je parle de conviction. Je ne parle pas de laïos. Oui, attends, je termine la phrase. Excuse-moi. En allemand, le mot laïc existe. Oui. Et en allemand, il veut dire celui qui n'y connaît rien. Comment voulez-vous que les Allemands et les Français puissent parler du même mot? Il a deux significations totalement différentes. Conviction, c'est Überzeugung. Überzeugung, en conviction, il y a le fait de convaincre. C'est-à-dire, le mot conviction en allemand a une idée d'action. Donc c'est très difficile à utiliser en allemand aussi. Mais il l'a un peu en français aussi. En oui, français, mais en français, la conviction il ne faut pas l'oublier. C'est quand même Überzeugung n'empêcherait pas ça. Est un dérivé direct du verbe. Hein, et donc c'est plus actif qu'en français. Oui, la conviction est un état achevé, c'est le fait de... J'ai vécu, je suis d'accord avec vous, parfaitement. Nietzsche disait les convictions sont bien plus dangereuses que les erreurs. Oui, absolument. Hein? Absolument. Absolument. Alors, deuxième remarque, c'est sur les débats non conclusifs. Dans pratiquement tous les pays d'Europe centrale du Nord, d'Europe centrale germanique, suisse, etc., et du Nord, ce qu'on appelle la nouvelle pédagogie est en place depuis longtemps, et les débats conclusifs font partie de la vie scolaire. Non conclusifs. Non conclusifs font partie de la vie scolaire. C'est-à-dire que toute matière donne lieu à des débats non conclusifs. Donc c'est pas une nouveauté, ça n'empêche pas qu'il y ait des Allemands qui soient... Même les matières scientifiques, monsieur. Oui, même. C'est-à-dire on peut défendre des... D'accord. Oui. Les élèves parlent entre eux. Nous, ça sont pareil. En Australie, en Nouvelle-Zélande. Pareil. Mais c'est en partie un jeu. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on admet ensuite qu'à la fin, tout est égal. Mais c'est un exercice démocratique. C'est un exercice de dialogue. De dialogue et d'intelligence. L'objectif étant que l'élève sache s'exprimer et dialoguer à la fin à son bac et ait donc des compétences sociales. Dans certains systèmes éducatifs, je pense notamment aux États-Unis, dans la plupart des États, le baccalauréat a une note qui s'appelle compétence sociale, et si on n'a pas acquis la compétence sociale qui suppose le dialogue, le débat non conclusif, on est éliminé. Social veut dire apte au dialogue. Apte au dialogue, pratiquant le dialogue et construisant des projets. Et en plus quand même la possibilité d'évolution personnelle liée à l'expression libre, qui permet quand même de ne pas se sentir brimé et par conséquent d'écouter l'autre et par conséquent de se dire après tout c'est peut-être lui qui a raison. Et la troisième remarque que je voulais faire, c'est que dans les pays fédéraux, et je pense qu'un des pays fédéraux les plus exemplaires est la Suisse, le en même temps de M. Macron est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de gouvernement qui ne soit pas un gouvernement de coalition. Et la coalition envisagée de cette manière-là, c'est forcément de l'interconvictionnalité. Bien sûr. Alors vous m'accorderez que je n'ai pas utilisé le mot par déférence vis-à-vis de la diversité des opinions possibles en France vis-à-vis de notre président de la République, mais je pense que c'est exactement ça. Tu as des remarques à faire sur ce que non, vient de dire Hans. répondu. D'accord. Donc il y avait une intervention là et puis là-bas ensuite. Je rebondis sur la question de l'école parce qu'effectivement elle est quand même importante. Et puis j'en suis un surproduit. Je suis rentré à l'école à 6 ans et que je vais en sortir seulement dans quelques semaines. Pas tout à fait entièrement. Un petit jeune, quoi. Voilà. Donc j'y ai passé 60 ans, en gros. Et c'est pas mal déjà. Bon, je ne prétends pas tout connaître, hein, mais j'ai une certaine expérience, en tout cas, du sujet. Je crois qu'effectivement, en France, il y a un vrai problème avec tout ce qui, lors du débat, de la discussion, voilà, c'est une réalité. C'est ancré chez nous. Ça progresse, mais très très lentement.
J'y vois, on va dire, trois raisons, trois motifs. Le premier, c'est qu'effectivement, on a une prédominance énorme de la transmission de savoir académique, qui fait qu'effectivement, qui eux sont censés être validés par une communauté scientifique et pédagogique, même si la communauté scientifique et pédagogique discute à un autre niveau de la validité de ces savoirs, ils sont admis ici et maintenant et donc transmis à l'école. C'est une première difficulté qu'on a en France de dépasser ce modèle pédagogique. Il y a une deuxième raison qui est un peu liée à celle-là, c'est qu'il y a une grande peur des acteurs, justement, de cette libération de parole. Parce qu'on ne sait pas comment la gérer, comment la traiter. On a extrêmement peur. Anecdote, je discutais avec une collègue qui a occupé une mission importante au ministère sur des questions de ce genre-là et qui a été référent valeur de la République dans une académie que je ne nommerai pas. Et lorsque nous avons discuté, par exemple, des questions d'évolution du vivant, j'ai mis l'idée qui lui a paru totalement saugrenue, qu'on pourrait, si dans une classe, un élève dit qu'il n'était pas d'accord, discuter, ouvrir le débat, lui donner la possibilité de présenter son point de vue, de l'argumenter, d'ailleurs, peut-être pas forcément sur le champ, en lui disant, écoute, pour la semaine prochaine, tu vas nous préparer un petit exposé, tu vas nous raconter, nous expliquer, voilà, ce que tu crois, pourquoi tu crois, d'où ça vient, etc. Et donc d'accepter des contre-arguments, bien sûr, bien sûr. Et cette collègue a hurlé, en me disant, mais tu rêves, tu n'y penses pas, et ça y a hors de question. Voilà. Donc on a vraiment des obstacles extrêmement importants. Puis j'ajoute, troisième obstacle, qui est un obstacle de savoir-faire, mais c'est lié, tout est lié. On ne sait pas faire, on a peur, on a la trouille. Quand je vois organiser des débats, des discussions, parce qu'il y en a quand même, malgré tout, sur des sujets divers et variés. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. Ça devient un petit peu la mode à l'école d'organiser des débats là-dessus. On voit bien le manque de savoir-faire des adultes là-dessus, qui vont tout de suite aller du côté de la leçon de morale, beaucoup plus que de l'expression de la confrontation. Voilà, des points de vue qu'on a du mal beaucoup à gérer. Juste une remarque, si dans d'autres pays ces pratiques sont plus avancées, ça ne prémunit pas visiblement d'un vote Trump. Ça ne règle pas le problème. Voilà, ça interroge quand même. Non, mais ça, c'est pas la même échelle. C'est vrai. C'est pas la même échelle. C'est celle que j'évoquais en parlant de la convergence forte vers les systèmes simplificateurs. L'interconvictionnalité, c'est l'anti-simplification. C'est la prise en compte de la réalité de la complexité. Et les mouvements que j'ai évoqués, c'est des mouvements hyper simplificateurs. Hein. Il y a un peuple, il y a un chef, on suit le chef. Voilà. Et alors les réseaux sociaux, les médias, tout ça, ça aide à cela. Et c'est l'anti-diversité. Donc je pense que l'interconvictionnalité, c'est la défense opérationnelle de la diversité, c'est-à-dire fondamentalement, philosophiquement, la défense fondamentale de la laïcité au sens élargi que je donne de ce terme. Max d'abord, ensuite. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir exposé ce concept intéressant, mais il est évident que des discussions iront commencer sur ce thème. C'est avant tout un problème de procédure. Et vous-même avez associé la démocratie à une procédure, qui est la procédure électorale. En tant que statisticien, la majorité, le principe majoritaire ou de la moyenne vous plaît. Donc on voit bien que, avant tout, les débats que l'on veut démocratiques sont basés sur des problèmes de procédure. Rosan Vallon, dans ses livres, d'ailleurs, décrit historiquement différentes approches et différentes procédures possibles pour organiser des structures démocratiques ou néo-démocratiques. D'autre part, je veux bien que certains débats puissent déboucher sur
une non-décision, qui est en soi peut-être une décision, mais il y a des moments où il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. J'ai en mémoire, par exemple, ça s'appelle une cellule d'éthique qui est à l'hôpital Cochin, où parfois des médecins sont confrontés à des parents de patients qui sont dans des comas profonds depuis plusieurs années parfois. Et on voit des procès à ce propos. Et donc il faut prendre une décision. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Donc il y a bien dans ce débat des moments où il faut prendre des vraies décisions, comme dans la politique. Donc moi, je suis intéressé, bien évidemment, à ce qu'on appelle ça de l'interconditionnalité, ou autrement ça ne me gêne pas. Mais ce qui me paraît le plus fondamental, c'est de trouver des procédures qui permettent justement que des personnalités plus importantes que d'autres ne viennent pas imposer une loi. Vous soulignez que Hitler avait été élu presque démocratiquement, hein, parce que c'est pas tout à fait juste, mais il a imposé son pouvoir parce qu'il y avait dans la République de Weimar de l'époque aucun contre-pouvoir, aucune barrière. Donc dans la charte que vous avez, c'est là ma question, la charte que vous proposez, est-ce que vous abordez ce problème des procédures possibles pour faire vivre votre interconvictionnalité, ou bien est-ce que ça va rester au niveau d'un principe conceptuel? Alors, je cite l'article 17 qui répond quand même un peu à votre question, partiellement, les derniers articles. Les débats interconvictionnels n'ont pas vocation à remettre en question l'organisation délégataire des pouvoirs politiques décisionnels. Ils interviennent légitimement en amont des décisions prises par les instances qui ont pour mission de les arrêter au nom des citoyens, puis dans le suivi de leur mise en œuvre. Autrement dit, nous ne proposons pas du tout dans cette charte de remettre en question le principe fondamental de la démocratie, qui est la délégation temporaire de pouvoir dans des conditions qu'il faut évidemment aménager de la meilleure façon possible. Donc je pense que c'est une réponse. Il y a bien des choses qui peuvent se passer, vous n'allez quand même pas dire le contraire, dans un pays démocratique, vous précisez ce que ça veut dire, en dehors des procédures décisionnelles qui sont évidemment importantes et qui sont gérées en France par le 3e terme de la Constitution, une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est que veut dire qu'il y a un moment donné où il y a Démos qui intervient, qui n'est pas Laos, et Démos, c'est une délégation particulière de citoyens de ce pays qui ont un certain âge, qui pendant un très très longtemps excluaient les femmes, ce qui est quand même absolument ahurissant. Mais moi il a fallu que j'atteigne l'âge de 9 ans pour que ma mère ait le droit de vote, ce que là, quand même absolument effarant. Bon, Démos, c'est une catégorie particulière qui a le droit de vote. On peut améliorer cela, hein, mais nous ne remettons pas ça en question. On peut réfléchir à la façon dont Démos s'est organisé. Mais il y a aussi Laos, il y a tout le reste. Il y a tout ce qui est en dehors de la décision politique. Et ça, c'est très explicitement, on a parlé sur plusieurs sujets, on pourrait développer encore, vous en verrez plus dans le fascicule si vous le lisez. Simplement, ce que j'ai ajouté, c'est que l'esprit démocratique, c'est-à-dire ce qui passe dans Démos, peut être heureusement influencé par l'idée d'interconvictionnalité, pour les raisons que j'ai dites, de menace du totalitarisme. Et je pense que ceci devrait amener à ce qu'il y ait une responsabilisation plus grande au niveau des élus sur leur fonction politique, qui n'est pas seulement de démolir l'autre pour prendre le pouvoir à sa place, mais qui est aussi de penser à l'avenir par rapport au risque totalitaire. Et ça, c'est quand même un discours qu'on peut tenir. On peut ne pas être d'accord, mais on peut le tenir quand même. Je le tiens. Bon, je pense qu'on va revenir sur cette question. Oui, ça. Oui. Ah oui, voilà. Vous n'avez pas besoin d'être. Je reviens tout à l'heure.